Mon père a fait glisser un dossier sur la table à manger. Signez l'acte ou on vous traîne en justice. Sa voix était froide, clinique, comme s'il licenciait un employé, pas comme s'il parlait à sa fille. J'ai regardé ma mère. Elle évitait mon regard. Ma sœur était assise à côté d'eux, les bras croisés, la mâchoire serrée. Ils étaient dans mon pantouse, celui que j'avais acheté il y a 3 ans, mon nom sur le titre de propriété, mon apport, mon prêt immobilier, mes semaines de 60 heures pendant 10 ans pour y arriver. Et ils voulaient que je le cède à ma sœur pour qu'elle prenne un nouveau départ. J'ai dit, non. Papa a ouvert sa mallette. J'ai ouvert la mienne. Comment prouver qu'on n'est pas le méchant quand ce sont ses propres parents qui écrivent l'histoire? Préparez-vous à boire un verre. Ça va décoiffer. Et si vous avez déjà été le mouton noir de votre famille, cliquez sur j'aime. Vous voudrez voir la fin. D'où regardez-vous, et quelle heure est-il? Dites-le nous dans les commentaires, car la suite a tout changé. Je vais vous expliquer. Je suis l'aînée, mais je n'ai jamais été la préférée. Ma sœur a eu sa voiture à 16 ans, une BMW rouge avec un E. Moi, j'ai eu droit à un abonnement de bus et une poignée de main. Elle a eu droit à la cagnotte pour ses études, à sa sororité, aux vacances de printemps à Cancun. Moi, j'ai eu droit à un simple « tu es intelligente. Tu vas t'en sortir ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pendant mes études, j'ai fait des nuits dans un café, j'ai vécu dans un studio en sous-sol avec une seule fenêtre. J'ai tout économisé. Chaque dollar, chaque reçu. Ma première patronne, une femme nommée Claire, m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, conserve chaque dollar comme une preuve. Un jour, tu en auras besoin. Je ne savais pas pourquoi. J'ai juste écouté. 10 ans plus tard, j'avais 84 000 dollars d'économie. J'ai acheté le Pantouse, 3 chambres, du sol au plafond, des fenêtres, au 23e étage, à mon nom, mon prêt immobilier, la signature de l'acte. Mes parents ne sont même pas venus pour signer les félicitations. Ma sœur a posté sur Instagram une photo de ses 3e vacances de l'année. J'ai posté une photo de mes clés, un commentaire de maman. Sympa. C'est tout. J'ai continué à travailler, à économiser, j'ai gardé un classeur dans mon bureau. Chaque relevé bancaire, chaque mensualité de crédit immobilier, chaque déclaration d'impôt. Je ne savais pas pourquoi je gardais tout ça. Je pensais que le plus dur était passé. Il y a 3 semaines, maman a appelé. On dîne ensemble. Juste en famille. J'aurais dû m'en douter. Je suis entrée chez eux. La table était dressée comme pour Thanksgiving. Ma sœur et son mari étaient déjà là. On a fini les entrées, puis le dessert, et maman s'est raclé la gorge. Ma chérie, il faut qu'on parle de ton logement. J.I. posait ma fourchette. Mon logement? Papa s'est penché en avant. Tu es seule dans un pantouse de 3 chambres. C'est du gâchis. Ma sœur a porté la main à son ventre. Je suis enceinte, a-t-elle dit. J'ai souri. Félicitations. La voix de maman s'est faite plus douce. Dangerous. Elle a besoin d'espace, de stabilité. Tu n'as pas vraiment besoin de 3 chambres, si? J'ai senti l'atmosphère se modifier. Qu'est-ce que tu veux dire? Le ton de papa était neutre. On veut que tu cèdes le Pantouse à ta sœur. Tu peux déménager dans quelque chose de plus petit, de plus raisonnable. J.I. rit. J'ai vraiment ri. Vous voulez que je lui donne ma maison? Ce n'est pas une question de don, a dit maman. C'est une question de famille. Ma sœur s'est mise à pleurer. Je veux juste que mes enfants aient ce que tu as eu. Oh attenders. Vous n'avez jamais voulu rien partager. Je me suis levée. Je l'ai acheté. Mon nom, mon prêt immobilier. La réponse est non. Papa s'est levé aussi. Il a jeté sa serviette sur la table. Tu as 1 semaine. Pour réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Il est sorti. Maman a chuchoté derrière moi, tu vas le regretter. 3 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée. Du papier épais. En tête d'un cabinet d'avocats. Je l'ai ouverte debout dans ma cuisine. Il prétendait que mes parents avaient un intérêt équitable dans le Pantouse. Qu'il existait un accord de fiducie familiale orale. Je l'ai lu 2 fois. C'était un mensonge, mais un mensonge écrit noir sur blanc. Le même jour, le mari de ma sœur a publié un message sur les réseaux sociaux. Certains oublient leurs origines. Je priais pour ma femme et sa famille. Les commentaires affluaient. Cousins, tantes, amis de mes parents, tous de son côté. Mon téléphone se mit à sonner. Je ne répondis pas. Puis un message vocal de ma mère. Sa voix tremblait. Je n'aurais jamais cru avoir élevé quelqu'un d'aussi froid. Si tu ne fais pas ce qu'il faut,
ne viens pas à Noël, ni à aucune fête. Assis sur mon canapé, je contemplais les lumières de la ville. Peut-être avais-je tort. Peut-être que les liens du sang comptaient plus que les plans. Peut-être étais-je égoïste. Puis mon regard se porta sur l'étagère, le classeur. Je le pris et commençai à lire. Première page. Le contrat d'achat, daté de 3 ans, signé de ma main. Ligne acheteur, mon nom, acompte de 84 000 $ viré de mon compte épargne numéro 4712. Je tourne la page, note manuscrite de l'agent du vendeur en marge. Les parents de l'acheteur ont refusé de co-signer ou de contribuer. Transaction effectuée seule. Document suivant, l'acte de propriété enregistré avec le sceau en relief du comté. Propriétaire officiel inscrit, mon nom. Pas de copropriétaire. Pas de charge, sauf l'hypothèque. Et l'hypothèque, encore une fois, mon nom seul. Je sors le reçu de virement, 84 000 $. Mon compte séquestre, daté, le raccord oral, rien de tout cela n'a jamais existé. Il comptait sur ma passivité, sur ma culpabilité, sur ma soumission pour ne pas passer pour la mauvaise fille. Je referme le classeur. Puis j'ouvre la section suivante, car le premier reçu indiquait que j'en étais propriétaire. Le second allait me révéler leur véritable motivation. Le lendemain matin, une autre lettre. Même cabinet d'avocat. Avis d'intention de porter plainte. Fiducie implicite, enrichissement sans cause. Ils allaient me poursuivre en justice. Ma sœur a créé une conversation de groupe. Famille élargie. 32 personnes. Certains d'entre nous ont vraiment besoin d'aide. D'autres accumulent simplement des biens. Des captures d'écran ont commencé à circuler. Ma tante m'a envoyé un texto, « Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur ?» Je n'ai pas répondu. Puis mon père a appelé. Sans un mot. « Tu veux détruire cette famille pour un bout de terrain ? Très bien. On se reverra au tribunal. Et si tu perds, tu n'auras plus rien. Plus de famille, plus de maison, plus rien. » Il a raccroqué. 1 heure plus tard, un texto de ma mère, « Le mariage de ta sœur est en train de s'effondrer. Ce pantouse pourrait la sauver, mais tu t'en fiches, n'est-ce pas ? » J'ai fixé l'écran. 48 heures. C'est ce que disait la deuxième lettre. Signer un acte de cession rapide dans les 48 heures, sinon il porte plainte. Procès public, dossier judiciaire, journaux locaux, peut-être même rupture totale. J'avais le choix. Céder et perdre tout ce que j'avais construit ou me battre et perdre tous ceux avec qui j'avais grandi. Je me suis assise à mon bureau et j'ai rouvert le classeur. 48 heures. J'ai sorti le deuxième document. Le relevé des mensualités de l'emprunt hypothécaire. 3 ans, 36 mensualités. Toutes prélevées sur mon compte courant. Capital, intérêts, taxes, assurance, total payé à ce jour, 157 000 $. Contribution des parents, 0. J'ai tourné la page. Un rapport de solvabilité que j'avais consulté 6 mois auparavant, lorsque j'avais envisagé un refinancement. Mon courtier avait effectué une vérification croisée par adresse. Le nom de ma sœur y figurait, lié à 68 000 $ de dettes non garanties, carte de crédit, prêt personnel, un contrat de location de voiture impayé. Le tout datant de moins de 2 ans. J'ai continué à lire une recherche de dettes auprès du comté, que j'avais demandé pour mes recherches immobilières. La maison de mes parents, une deuxième hypothèque enregistrée il y a 11 mois. Montant emprunté, 125 000 $. J'ai fait le calcul mentalement. Dette de ma sœur, 68 000 $. Deuxième hypothèque des parents, 125 000 $. Valeur nette de mon pantouse, environ 370 000 $. De quoi rembourser les deux. Ils ne demandaient pas d'équité. Ils étaient au bord du gouffre. Et j'étais le canot de sauvetage qu'ils voulaient s'approprier. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur plan de secours. J'ai appelé ma cousine, la seule à ne pas avoir pris parti. Elle a répondu du premier coup. Ça va ? Je lui ai posé une seule question, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ma sœur ? Silence. Puis elle a soupiré. Son mari a perdu son emploi, il y a 8 mois. Il ne l'a dit à personne, sauf à tes parents. J'ai eu un coup au cœur. Ils ont 3 mois de retard sur le loyer de l'appartement. Tes parents ont refinancé leur maison pour couvrir les 2 premiers mois, mais ils sont à sec maintenant. J'ai fermé les yeux. Alors, le plan, c'est de te faire signer la vente du pantouse. De le vendre rapidement. D'utiliser la plus-value pour rembourser sa dette et éviter la saisie de la maison de tes parents. Voilà. Toute l'histoire. Ma sœur endettée de 68 000 $. Mes parents ruinés par leur deuxième hypothèque. Mon pantouse, valeur marchande de 680 000 $,
solde hypothécaire de 310 000 $, 370 000 $ net, de quoi les ruiner. Je n'étais pas de la famille, j'étais un distributeur automatique de billets. Merci, ai-je dit. J'ai raccroché. J'ai passé un dernier coup de fil. Et la guerre s'est terminée avant même qu'il ne réalise qu'elle avait commencé. Elle s'appelait Diane Shaw, avocate spécialisée dans les litiges immobiliers, ancienne procureure, tolérance zéro pour la fraude. Je l'ai rencontrée le lendemain matin. Elle a écouté, pris des notes, examiné mon dossier. Puis elle a levé les yeux. Ils n'ont aucune prétention, ni légale ni équitable. S'ils portent plainte, on les anéantira. Elle a exposé le plan. Première étape, déposer une demande de jugement déclaratoire. Une ordonnance du tribunal confirmant que je suis le seul propriétaire et éteignant tout intérêt revendiqué. Deuxième étape, envoyer une mise en demeure à mes parents et à ma sœur. Citer les preuves, les actes d'achat, l'historique des paiements, le fait qu'aucun accord oral n'ait jamais été écrit ni exécuté. Troisième étape, ajouter une clause de confidentialité à la fin. S'il persiste dans une action en justice abusive, nous déposerons une demande reconventionnelle pour abus de procédure et nous réclamerons le remboursement des frais d'avocat. J'ai signé le contrat. D'honoraires cet après-midi-là. Diane a tout rédigé en 6 heures. La requête, la mise en demeure, toutes 2 horodatées et prêtes à être déposées. J'ai enregistré une déclaration vidéo résumant les faits et je l'ai téléchargée sur un service de stockage en ligne avec un horodatage, au cas où la campagne sur les réseaux sociaux s'intensifierait. Puis j'ai attendu. Le silence est une force. 72 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Leur avocat, conférence de règlement à l'amiable d'urgence, les mots de leur avocat pour éviter un procès coûteux. J'ai donné mon accord officiellement, en présence de Diane. Salle de conférence neutre en centre-ville. Murs de Berre. La silhouette de la ville en arrière-plan. Mes parents sont entrés. Ma sœur, leur avocate. Ils avaient l'air fatigués. Diane a ouvert son classeur. Avant de faire perdre du temps au tribunal, établissons les faits. Elle a fait glisser la première pièce à conviction sur la table. Contrat de vente, titre de propriété. Acquéreur unique. Propriétaire inscrit. Pas de cosignataire. Pas de copropriétaire. Leur avocat l'a parcouru rapidement. Sans rien dire. Diane fit glisser la deuxième pièce à conviction. 3 ans de mensualités hypothécaires, 157 000 $. Chaque paiement provenait du compte de ma cliente. Contribution parental null. Ma mère baissa les yeux. Diane déposa la 3e pièce à conviction. Rapport de solvabilité. Dossier Lynn. Les 68 000 $ de dette non garantie de votre fille. Votre 2e hypothèque de 125 000 $. Et la valeur nette de ce pantouse, d'environ 370 000 $. Elle marqua une pause. Voilà le mobile, noir sur blanc. Leur avocat pâlit. Mon père ouvrit la bouche. Diane le coupa net. Votre demande est dénuée de tout fondement juridique ou équitable. Si vous portez plainte, ma cliente déposera une demande reconventionnelle pour abus de procédure et réclamera l'intégralité des honoraires. Cette réunion est votre porte de sortie. Ma sœur s'effondra en sanglots, les mains sur le visage. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne savais plus quoi faire. Ma mère détourna le regard. Mon père serra les dents, mais aucun mot ne sortit. Leur avocat se pencha, murmura quelque chose à mon père, puis prit la parole. Nous nous rétracterons par écrit. Diane fit glisser un accord à l'amiable pré-rédigé sur la table. Les parents et la sœur reconnaissaient être les seuls propriétaires. Renonciation à toute réclamation. Clause de non-dénigrement réciproque. La main de mon père tremblait lorsqu'il signa. Ma mère signa sans me regarder. Ma sœur signa en dernier. Des larmes sur le papier. Diane récupéra les documents. L'affaire est close. Tout contact ultérieur concernant cette propriété sera considéré comme du harcèlement. Je me levai et sortis. Mon téléphone vibra dans le couloir. Un message de ma cousine. Tu as gagné? Ça va? Je ne répondis pas encore, car je n'en savais rien. 6 mois plus tard, mes parents vendirent un bien locatif dont ils avaient gardé le silence. Ils remboursèrent le 2e prêt hypothécaire. Pas de faillite, pas de saisie. Leur budget est serré, mais leur situation est stable. Ma sœur et son mari déménagèrent à 2 États de distance. Il reçut une nouvelle offre d'emploi. Un meilleur salaire, un nouveau départ. Elle supprima ses comptes sur les réseaux sociaux pendant 6 mois. Aucune publication, aucun commentaire. Je ne sais pas s'ils sont heureux, mais j'espère qu'ils vont bien. J'ai gardé le pantouse,
refinancé à un taux plus bas, 4,1%. J'économise $340 par mois. J'ai utilisé une partie de ces économies pour créer un fonds de bourse pour les étudiants de première génération, ceux qui travaillent de nuit, vivent dans des sous-sols et économisent le moindre sou. Je l'ai nommé d'après Claire, la patronne qui m'a conseillé de garder tous mes reçus. L'inauguration était intime. Juste moi et quelques amis, mais c'était parfait. Ma mère m'a envoyé une carte d'anniversaire il y a 2 mois. Pas de mots à l'intérieur, juste sa signature. Je lui ai envoyé un SMS de remerciement. 2 lignes. Polly. Voilà où nous en sommes. Des limites, pas des ponts. Mon père n'a pas appelé. Ma sœur m'a envoyé un courriel. Je suis désolée. J'ai répondu, j'accepte tes excuses. J'espère que ta nouvelle ville te conviendra. C'est suffisant. La semaine dernière, j'ai organisé un dîner. Petit, 6 personnes. Des amis qui sont restés silencieux malgré le bruit. Ma cousine qui m'a dit la vérité. Diane qui a construit avec équité et est devenue une amie. Nous avons mangé sur mon balcon. Nous avons regardé le coucher du soleil. Nous avons ri. Le Penthouse était plein. Non pas de fantômes, mais de vie. Je garde encore ce classeur, non par nécessité, mais parce qu'il me rappelle que la vérité, consignée et apaisée, est notre bien le plus précieux. Votre réussite n'est pas un fonds d'urgence familial. Et protéger ce que vous avez bâti n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Ce récit est une fiction. Il ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou financier. Voici ma question. Avez-vous déjà dû poser des limites claires à votre famille concernant l'argent ou les biens? Que s'est-il passé? Comment cela s'est-il terminé? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Si ce récit vous a interpellé, abonnez-vous. D'autres contenus suivront. Merci de votre présence.